On va commencer par parler de mon parcours professionnel, puis ensuite je vais vous présenter l'agence fictive pour ensuite parler de la problématique, ensuite voir la veille, les besoins fonctionnels, le management du projet, les implémentations techniques, la conception, le développement, le big data pour finir par une conclusion. Donc je vais vous présenter mon parcours professionnel. Donc je m'appelle Morgan Scholz, j'habite à Lille, j'ai 22 ans et je suis à mon troisième diplôme à la 3WA. J'ai commencé par intégrateur développeur web, puis concepteur, pour finir en tant que SI avec l'option de big data. Il faut savoir que mes technologies sont principalement du JavaScript avec JavaScript, TypeScript et Node.js. Donc cette année, en tant que SI, j'ai fait mon parcours chez KT Sport Design, qui est une agence où on était seulement 4, avec moi en tant que seul développeur, où j'ai principalement fait de l'intégration front-end, où j'ai pu notamment exploiter mes compétences que j'ai apprises telles que Docker, ou bien utiliser des solutions personnalisées avec Yonos comme des VPS. J'ai aussi eu à écrire de la documentation pour des personnes non techniques. Donc maintenant parlons de l'agence du projet fictif qui est Gaming Pricing Pro. Donc le contexte de l'agence, c'est une agence lilloise qui est dématérialisée, qui a été fondée en 2025 pour créer cette solution. Donc elle choisira de créer des tarifications de jeux vidéo de Steam avec comme solution technique l'IA. Faut savoir que cette agence est de petite taille, donc elle a des ressources financières qui sont limitées. C'est une équipe qui sera réduite, mais du coup, chacune des parties prenantes sera polyvalente. Donc pour l'équipe, on aura un développeur IA et analyste, un développeur back-end qui fera aussi du DevOps, un développeur front-end qui se chargera du design, avec un chef de projet technique qui est capable d'aider en cas de grosse montée en charge les développeurs, ainsi qu'un responsable communication et marketing pour la solution. Le business de l'agence sera de proposer des abonnements flexibles tels que le propose déjà Yonos ou plein d'autres entreprises de la tech. On aura aussi possibilité d'avoir de la tarification à la demande, donc utiliser des sortes de tokens achetables. On aura aussi des promotions et des premières expériences à tarif réduit pour permettre un meilleur engagement de la part des éditeurs pour utiliser la solution et la tester. Un support client très fiable et une optimisation des budgets internes qui a été faite. Donc voyons la problématique, comment déterminer le prix optimal d'un jeu vidéo pour maximiser les ventes tout en maintenant une satisfaction utilisateur élevée sur la plateforme Steam. Donc pourquoi j'ai choisi cette problématique? C'est parce que déjà le prix d'un jeu vidéo, c'est une décision qui est stratégique et centrale pour les éditeurs. C'est souvent ce qui va permettre de rentabiliser les coûts de développement et même de justifier le développement d'un jeu vidéo. Ça définit aussi du coup la réussite de ce jeu, forcément sa rentabilité, et ça permettra, si l'entreprise fait de la rentabilité par rapport à ses ventes, de faire évoluer l'entreprise du jeu vidéo. Pourquoi j'ai choisi Steam? Parce que déjà il y a plus de 90 000 jeux vidéo qui sont disponibles sur cette plateforme depuis 2003. Il y a plus de 32 millions d'actifs. N'importe qui joue aux jeux vidéo a déjà utilisé cette plateforme, notamment pour les jeux vidéo PC ou jeux vidéo console mais sur ordinateur. Et parce qu'aussi c'est facile d'y trouver des données avec Steam API, avec des datasets qu'on peut trouver facilement sur Kaggle, qui sont exploitables et fiables. L'objectif final de ce projet sera d'utiliser l'IA comme solution technique pour la tarification des jeux vidéo. Ce sera d'avoir une infrastructure qui est scalable, avoir des technologies performantes dans le front-end ainsi que dans le back-end, de fournir comme solution finale au client un tableau de bord accessible, interactif et compréhensible, et d'avoir un business model qui permette la rentabilité du projet sur le long terme. Donc maintenant voyons la veille technologique qui a été réalisée pour l'initiation de ce projet. Donc on a une veille qui va être en 3 axes, qui est technique, organisationnelle et marketing et communication. Donc pour la veille technique, on aura choix d'exploitation pour le développement Linux, étant donné que ce sera le même noyau que la production. On utilisera Yonos qui est fiable pour ses VPS. On aura comme monitoring Prometheus, Grafana, Node Exporter et MLflow pour l'IA. Comme moteur de base de données, on a Postgre, GitLab pour tout ce qui est versionning, sauvegarde dans le cloud, CI/CD, et une méthode de déploiement bleu-vert, que j'expliquerai plus tard. Pour la veille organisationnelle, Scrum a été choisi pour son agilité. On a choisi comme communication Discord, qui est un moyen gratuit de communiquer, ainsi que Notion et Trello Kanban. Pour la veille marketing, c'est LinkedIn et Twitter où la publication et la communication se fera de la solution. Buffer pour l'automatisation des posts.
Google Trends pour comprendre plus les entreprises concurrentes et avoir un public cible, et Statista Newso pour trouver des données complémentaires. Il faut savoir que cette veille sera continue et elle sera aussi automatisée, notamment grâce à Google Alerts, avec des sites qui nous alerteront quand ils changent leur contenu. Donc maintenant, voyons les besoins fonctionnels. Donc pour commencer, la collecte des besoins se fera par des entretiens avec les parties prenantes, que ce soit avant la veille technologique ou bien à chaque fin de rétrospective. On aura aussi des sondages clients qui pourront être faits pendant la communication marketing au fur et à mesure des mois, et aussi par les interactions communautaires, que ce soit dans les commentaires par exemple. Pour le besoin métier, il faudra avant tout c'est comprendre les facteurs qui influencent le prix d'un jeu vidéo. Ensuite, réussir forcément à prédire un prix optimal, qui est l'objectif de cette agence. Elle fournira un tableau de bord qui est interactif, compréhensible avec des visuels sur chaque donnée, une scalabilité et une robustesse des solutions techniques, et une communication et marketing engageante qui va permettre d'avoir des clients avant le lancement de la production finale. Pour les besoins techniques, on aura besoin d'une API front-end pour ce tableau de bord, une API pour l'IA, du monitoring, du déploiement qui sera automatique, étant donné que l'agence est de taille réduite, donc ça permettra d'économiser du temps sur le long terme, des sauvegardes de données critiques automatiques avec des backups de la base de données Postgre, logique et physique, et une sécurisation de la production par CI/CD. Pour les contraintes et exigences, il faudra une visibilité marketing poussée, du versioning d'IA si jamais l'IA se met à régresser au bout d'un moment, de la visualisation de données intuitives. Il faudra respecter la limite financière de la petite agence et la disponibilité des données critiques devra être le plus proche possible des 100%. Pour le management du projet, alors Scrum a été choisi. Il se développera sous forme de sprint de 2 semaines avec des délais qui se dureront 15 minutes à 9h du matin. Chaque fin de sprint, donc au bout des 2 semaines, il y aura le vendredi une rétrospective en fin de sprint. Les tâches seront gérées grâce au Kanban Trello. Donc voici une partie du diagramme de Gantt qui présente la phase numéro 1 qui est la définition des objectifs et la stratégie du projet avec toutes les parties prenantes qui durera une semaine sur les 29 prévues pour le lancement de la solution finale. Donc on a la phase numéro 2 qui est la veille technologique et marketing qui va durer 2 semaines, qui va engager chacune des parties prenantes. Il faut savoir que c'est du numéroté de 1 à 5 pour du lundi au vendredi, on ne compte pas les week-ends. Ensuite, la phase 3 qui est la phase de planification qui va durer 2 semaines, qui va aussi engager toutes les parties prenantes. Ensuite, on aura la phase 4 de conception qui va engager à la fois chacun des développeurs, le chef de projet technique, qui va durer 2 semaines. Ensuite, on aura la phase de développement et itération, qui est la phase numéro 5, qui va durer 16 semaines, et qui se déroulera en parallèle de la phase 6, étant donné que le responsable en communication et marketing n'est pas impacté par cette phase. Donc la phase 6 qui va se dérouler en parallèle, aussi de 16 semaines, où lui, il va justement faire sa communication durant tout ce temps jusqu'à le lancement de la solution. Ensuite, on a la phase numéro 7 qui est le pré-lancement et la validation utilisateur qui va durer 6 semaines. Donc 6 semaines de bêta, de retour utilisateur et de modification de dernière minute. Ensuite, on a la phase 8 qui va être le déploiement final et ensuite un suivi post-lancement avec des incrémentations, que ce soit des améliorations de l'IA ou bien du tableau de bord, avec comme objectif de se rentabiliser à partir de ce moment-là. On peut avoir aussi une gestion de risque qui a été faite. Donc par exemple, le retard dans le développement, ça va impacter ça va énormément impacter le développement du projet et ça a une probabilité assez moyenne de se développer. Donc comme stratégie de gestion, on a la priorisation stricte des tâches. Par exemple, les fonctionnalités secondaires pourront être délaissées pour des fonctionnalités essentielles à la solution. Ensuite, pour les implémentations techniques, alors j'ai choisi Ionos. Pourquoi j'ai choisi Ionos? Étant donné qu'il y a un support 24 heures et 7 jours sur 7. Ensuite, parce que d'expérience, c'est une solution qui est très fiable.
Donc ensuite, pour ses prix concurrentiels, par exemple, il a à peu près les mêmes tarifs qu'on peut trouver sur OVH. Et il a une scalabilité rapide. En une seule journée, voire quelques heures, il est possible de changer d'un serveur à un autre. Par contre, c'est à l'équipe de développement de s'en charger. Alors, ce serveur Ionos, donc ce VPS, va être utilisé pour la production, la pré-production, ainsi que avant la production, des tests de montée en charge, des tests de requête pour savoir les performances du serveur, savoir s'il faut augmenter les ressources ou bien les diminuer s'il y en a beaucoup trop. Pour la méthode de déploiement qui a été choisie, c'est la méthode de déploiement bleu-vert. Elle va permettre d'avoir une sécurisation en fait dans le basculement d'une production à une autre. Donc on va avoir l'ancienne production qui est l'instance bleue, qui est l'ancienne version. On va avoir la nouvelle création une fois qu'une version va être push sur prod donc on va appeler la version verte qui va être déployée et souvent clonée si jamais il y a des modifications qui sont seulement que mineures. Ensuite on va avoir un basculement du trafic réseau. Donc tous les trafics qui sont sur l'instance bleue vont aller sur l'instance verte une fois que cette instance verte a été jugée comme fonctionnelle. S'il n'y a toujours aucun problème et que tout le trafic a été redirigé et qu'aucun nouveau problème a été détecté, l'instance bleue peut donc être détruite par le serveur. Pour les API, il faut savoir que Docker a été utilisé pour containeriser tout cela et permettre une meilleure automatisation et surtout de ne pas être dépendant de systèmes d'exploitation, étant donné que Docker permet d'utiliser chaque application, que ce soit sous Windows ou sous Linux, facilement. Le framework à utiliser pour l'IA est Flask, pour ses performances, et l'API Golang native en MVC pour avoir un contrôle absolu sur l'intégration. Pour GitLab, du coup, j'ai choisi de faire un versionning par Git. Donc on a une sauvegarde cloud sur GitLab, c'est pour ça qu'il a été choisi. Mais aussi parce qu'il permet des pipelines CI très facilement, c'est pour ça qu'il est connu. Il y a des pipelines qui s'exécuteront dès qu'on pushera sur main, dès qu'on pushera sur la branche pré-prod, et dès qu'on pushera sur la branche production. Et ensuite, à chaque fois, si on push sur pré-prod ou sur production, il y aura une partie CD dans cette pipeline à la fin, qui sera du coup pour un déploiement automatique continu en SSH sur le VPS Ionos. Pour le monitoring, j'ai choisi Prometheus et Grafana avec Node Exporter. Pourquoi? Ça va permettre Prometheus et Grafana, Prometheus d'avoir des données sur les applications, donc les deux API, Grafana pour visualiser ces données, Node Exporter pour avoir des données sur le VPS Ionos en temps réel, et MLflow pour le versionning de l'IA, et aussi le sauvegarde des hyperparamètres. Pour le plan de sauvegarde, la base de données, sur le serveur Ionos, il y aura un cron qui sera setup à 6 heures, qui fera une sauvegarde physique et logique de la base de données. Ce stockage se fera forcément sur un serveur distant de la production qui sera fait en interne avec un Raspberry Pi qui est hébergé chez le chef technique de l'agence. Et il y aura toutes les semaines, en plus de cette automatisation, une vérification aléatoire manuelle permettant de vérifier et étant sûr à 100% que cette sauvegarde n'a pas eu de problème. Donc pour la conception de l'application, donc ici on a une cartographie du site de la vue client, donc c'est une fois qu'on est connecté. Donc on aura par exemple une partie tableau de bord avec où là on pourra visualiser tous les rendus qui ont déjà été faits pour les tarifications, avoir des analyses, pouvoir les refaire, voir aussi les mises à jour qu'a eu l'IA au fur et à mesure du temps pour notifier l'utilisateur. On aura aussi une partie profil avec tout ce qui est forcément abonnement et facture, des settings et aussi une partie sécurité et confidentialité, et on aura aussi une partie clé API avec comment utiliser une API publique, étant donné que c'est un des objectifs aussi de la solution, c'est de fournir plus tard, après le lancement de la production et un début de rentabilité, une API publique au grand public. On a ensuite un diagramme de cas d'utilisation du site client, donc avec à la fois à gauche ici les fonctionnalités quand on n'est pas connecté, et ensuite on a aussi les fonctionnalités quand on est connecté.
faut savoir que les administrateurs et les clients partagent toujours les mêmes rôles que les visiteurs et les administrateurs toujours les mêmes rôles que les clients. Ensuite, on a un exemple de diagramme de séquence qui a été fait pour une demande de réinitialisation de mot de passe. C'est la partie numéro 1. Donc, par exemple, quand on fait une demande de réinitialisation de mot de passe, on va avoir au front-end, on va avoir le client qui va faire cette action, donc cliquer sur un bouton. On a le front-end qui va envoyer une demande au back-end avec un cookie d'authentification. Ce cookie va être vérifié. S'il est invalide, l'utilisateur va être notifié et déconnecté du site web. Sinon, on va vérifier en base de données qu'il existe. S'il n'est pas trouvé, encore une fois, il va être déconnecté. Il aurait pu être banni. Ensuite, on va avoir un envoi d'email avec un token unique pour avoir un lien unique, avoir une sécurité optimale. Puis ensuite, cette API Golang va renvoyer cette notification au front-end et le client va être informé par une modale, par un toast, qu'il a reçu un mail de changement de mot de passe dans sa boîte mail. Ensuite, voyons un diagramme d'activité des recommandations tarifaires basées sur l'IA. Donc, si on se connecte à la plateforme, on va déjà avoir cette question, est-ce que l'utilisateur est connecté? S'il n'est pas connecté, il va être redirigé vers la page de connexion. Par contre, s'il est connecté, il va pouvoir accéder au tableau de bord, ensuite saisir des caractéristiques de son jeu vidéo. Il va aussi avoir une fonctionnalité qui est l'autocomplétion par IA, étant donné que la plupart des clients vont sûrement avoir des données assez similaires, ou souvent avoir des mêmes patterns, on pourra avoir au fur et à mesure une autocomplétion par IA, qui peut être manuelle par défaut. Ensuite, on aura ces envois de données de l'API Golang à l'API Flask de l'IA. Ce modèle va traiter ces données, va en générer des recommandations tarifaires. Ces recommandations vont être envoyées à l'API Golang qui, elle, va afficher ces données au front-end avec différentes visualisations et conclusions. Donc ensuite, on a le modèle physique de données qui a été imaginé pour la base de données en amont. Donc on y voit notamment ici les différentes données que pourra entrer l'utilisateur sur ces jeux vidéo. On pourra y voir ici le stockage de ces générations tarifaires. Ensuite, voici le Gitflow qui a été choisi pour l'entreprise. C'est un Gitflow assez commun, où on a la branche main qui va être la branche de développement. On va ensuite avoir les branches features qui vont permettre le développement de fonctionnalités essentielles ou secondaires uniques. Une fois que ces fonctionnalités sont fonctionnelles, elles vont être push sur main si la pipeline CI fonctionne, donc que les tests sont passés notamment. Elle va être rebase ou main avec cette branche. Ensuite, on aura la même étape qui va être faite avec de main après prod, donc une pipeline CI de test. Si cette pipeline fonctionne, on aura cette fois-ci un continual development, donc un CD qui va être déployé sur le VPS Ionos. Si ce CD fonctionne, si le monitoring renvoie des données cohérentes et fonctionnelles, dans ce cas-là, on pourra push cette pré-production en production s'il y a besoin. Maintenant, voyons le cycle de vie de main à production que je viens d'expliquer. Donc on aura un push de la branche main par P. On aura ensuite, du coup, si on fait un push de la branche main à la branche pré-production, on aurait un déclenchement de la pipeline CI/CD et du coup un déploiement sur pré-production avec la méthode blue-green. Si jamais ça ne fonctionne pas, on aura, ici on le voit, une analyse des erreurs et une correction de la part des développeurs pour ensuite recommencer le cycle si besoin. Et ensuite on va du coup réexécuter cette même interaction sur la production. Pour le développement de l'application, donc j'ai choisi, voici l'architecture de production qui a été choisie. Donc on a une infrastructure dans le VPS Ionos, à la fois tout ce qui est monitoring et log dans une partie, et tout ce qui sont les solutions techniques avec l'API Golang, l'API Flask, la base de données Postgre qui va être accédée par ces deux applications, et on aura aussi du coup le Reverse Proxy Nginx qui est aussi un conteneur Docker open source qui va permettre la gestion du HTTPS native, c'est-à-dire sans utiliser de service que ce soit avec Ionos ou avec d'autres fournisseurs. Pour les types de tests qui ont été choisis, on a les tests unitaires, par exemple avec Python on aura PyTest ou avec Golang on aura la librairie Native Testing. Pour les tests d'intégration, ce seront les mêmes librairies. Ensuite, pour les tests end-to-end,
Et d'accessibilité, on aura Playwright, qui va fonctionner du coup pour le front-end avec son module AxeCore qui va mettre l'accent sur l'accessibilité, qui va permettre de voir si certaines balises HTML notamment sont accessibles ou pas, afin d'améliorer cela. Il faut savoir que les tests unitaires et fonctionnels seront présents dans les pipelines CI de main à pré-production et de pré-production à production. Ensuite, on aura aussi des tests de performance UI web avec Lighthouse qui va permettre par exemple de savoir le référencement, le taux de rapidité d'affichage des pages. Ensuite, on a les tests de performance K6, donc pour les performances serveurs, les performances aussi des API, et aussi des tests de montée en charge. Et ensuite, on aura aussi les tests de sécurité, par exemple des scripts custom qui vont pouvoir savoir si on n'a pas commit de .env. Les tests de sécurité seront dans la pipeline CI. Ensuite, une vérification des services réguliers, donc on a l'alerting automatique avec par exemple l'alert manager. On pourra aussi avoir un contrôle manuel entre guillemets aléatoire de la production avec les développeurs qui vont souvent aller sur cette production pour vérifier des fonctionnalités. Et aussi une surveillance de temps de disponibilité automatique avec Uptime Robot qui va envoyer un email en moins de 5 minutes si jamais la production ne répond pas. Ensuite, pour l'option Big Data, donc comme données disponibles, j'ai choisi un dataset Kaggle que j'ai trouvé sur Steam, qui est de confiance, étant donné que des données ont été vérifiées et que beaucoup d'utilisateurs ont vérifié aussi la cohérence de ces données et la fiabilité. En termes de règles RGPD, ces données sont disponibles publiquement sur Steam. Elles ont déjà été exploitées, elles sont en règle avec le RGPD et sont donc exploitables par l'entreprise. On a 18 colonnes différentes de données avec un total de plus de 27 000 jeux référencés dans ce dataset. Qui, quand on met en cohérence par rapport à ce que j'ai dit en début, on a presque un tiers des jeux vidéo qui est référencé dans ce dataset. Ça contient des jeux qui sont de 2003 à 2019. Pour le traitement des données, il va falloir commencer par la gestion des nuls. Ensuite, on aura une suppression des colonnes inutiles, par exemple la colonne AppID qui ne servait à rien dans ce contexte. Ensuite, on aura une transformation des données, par exemple toutes les catégories, tous les genres qui sont des données stockées sous forme de tableau vont devoir être transformées pour pouvoir être exploitables sur le modèle d'IA supervisé. Ensuite, on aura aussi un nettoyage des données. Par exemple, j'ai remarqué que dans Steam, il n'y a pas que des jeux vidéo, il y a aussi des softwares, il y a des applications pour faire de la photographie. Ce sont des choses qui ne doivent pas être présentes dans le dataset et qui vont devoir être donc retirées pendant l'étape de traitement et de nettoyage des données. Pour l'algorithme, j'ai choisi du coup un algorithme supervisé car ce sont des données qui sont étiquetées. Il y a eu plusieurs tests qui ont été faits avec de la régression linéaire, des forêts aléatoires ainsi que du gradient boosting. Et après plusieurs choix, c'est l'IGDM qui a été choisi qui a rendu les meilleures performances avec un ajustement des hyperparamètres grâce à Git's Grid Search CV. En tant qu'amélioration de ce modèle actuel, il faudrait améliorer la précision du modèle. Il faudrait aussi réussir, parce qu'actuellement, il n'y a qu'une précision par rapport à la prédiction du prix, et la variable évaluation positive n'a pas encore pu être prise en compte. Il faudrait aussi intégrer une prédiction des prix dynamique, donc par exemple intégrer les soldes, intégrer le fait que par exemple un gros jeu AAA sorte, donc il va sûrement baisser les ventes des autres jeux vidéo concurrents. Et aussi du coup développer cette partie IA publique payante pour que chaque entreprise, notamment les grosses entreprises, puissent intégrer cette API dans leurs différents workflows. Et donc je vais conclure ici. J'espère que ma présentation vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté.